Jeudi 2 décembre, en manchette, pic pétrolier, le gaz à 5 $ en 2015. Climat de suspicion en politique municipale, Peter Trump quitte le conseil d'administration de l'UMQ. Ligue canadienne de football, 3 joueurs des Alouettes sur l'équipe étoile. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la dernière heure. Le prix du gaz augmentera dramatiquement d'ici 2015. À l'occasion d'un forum de discussion sur le pic pétrolier au centre Val-Tétro de Hall, les citoyens de Gatineau ont parlé de gestes à faire pour se préparer à cette augmentation de prix. Marie-Michel Desbiens a plus de détails. 1,08 $ le litre d'essence, c'est cher. Mais c'est bien moins que les 5 $ le litre que nous devrons payer dans 4 ans. Le pétrole deviendra une source d'énergie rare et très dispendieuse. On risque d'être frappé avec un prix de pétrole élevé et il va nous manquer les infrastructures pour continuer à fonctionner de manière efficace avec une économie vibrante. Lors d'un forum de discussion sur le pic pétrolier de 2015, les citoyens de Gatineau ont fait une prise de conscience. On dirait qu'on a un peu les yeux, encore une fois, bloqués si on veut. Oui, au Québec, on commence à vouloir faire des choses, mais notre impact au Québec sera juste au Québec et mondialement, il y a encore beaucoup plus à faire. La première chose à faire, troquer la voiture pour le transport en commun. Selon Normand Mousseau, chaque ville doit développer des services à proximité des résidences pour que les gens puissent y avoir accès facilement. Un défi pour Gatineau, dont le centre-ville n'est toujours pas développé. On veut que les gens prennent le transport en commun, non seulement pour aller travailler, ce qu'ils font pas mal, mais pour aller magasiner, pour aller à la piscine, pour aller au parc. Pour le moment, on ne peut faire que de petits changements dans notre mode de vie pour se préparer au pic pétrolier. Mais l'important, c'est d'être conscient de la crise qui nous attend et d'être prêt à s'adapter. Marie-Michel Desbiens, à Ottawa. La police d'Ottawa est dans l'eau trouble. Certains agents auraient maltraité une femme lors d'une arrestation anodine et l'auraient même mise à nu. Alexandre Baillarger-Charbonneau, cette révélation pourrait bien troubler la confiance de la population envers les agents de la paix. En effet, Frédéric, donc la semaine passée, une vidéo est sortie datant de 2008 dans les médias. Et dans cette vidéo, on pouvait voir une arrestation assez musclée contre Stacey Bonds, 27 ans. Et cette vidéo a fait des petits. Cette semaine, 2 nouvelles plaintes officielles ont été déposées contre la ville d'Ottawa. Et dans une de ces poursuites, Stephen Desjardins et Mélanie Morris, qui sont tous deux impliqués dans l'arrestation de Mme Bonds, étaient justement dans cette plainte. Et il y a également des accusations d'agression sexuelle contre certains policiers de la ville d'Ottawa et toutes sortes d'autres accusations. Donc on peut vraiment dire que la police d'Ottawa est dans l'eau trouble. Et Alexandre, que pensent les politiciens de cette situation? En fait, le nouveau maire de la ville d'Ottawa, Jim Watson, n'a pas perdu de temps. Il aimerait rencontrer le chef de la police d'Ottawa, Vernon White, dans les prochains jours, dans le but d'éclaircir un peu ce qui est arrivé. Monsieur White, lui, n'est pas du tout content de la situation. Il aimerait mettre les points sur les i, revoir les procédés d'arrestation des policiers. Dalton McGuinty, le premier ministre de l'Ontario, lui aussi s'est dit profondément choqué par les allégations. Il n'a pas aimé du tout que ça sorte dans les publics. Et il aimerait justement qu'on trouve des solutions dans les plus brefs délais pour que ça ne se reproduise plus. Merci, Alexandre. Je vous en prie. Vaste déploiement des services d'urgence ce matin à Ottawa en raison d'une fuite de produits chimiques. C'est du fréon qui s'est échappé du système de climatisation du centre YMCA situé au centre-ville. Les ambulanciers et les paramédicaux ont transporté à l'hôpital 3 employés qui souffraient d'irritation aux voies respiratoires. Des rues ont été fermées durant plusieurs heures. Association entre Dove et le Musée des sciences et technologies pour aider l'estime de soi chez les jeunes. L'exposition « Qui suis-je » est à Ottawa. Roch Carignan. Présentée au Musée des sciences et technologies d'Ottawa, l'exposition mobile, qui est une initiative du Fonds de l'estime de soi Dove, vise à se connaître davantage comme individu. Bien que prévue pour les préadolescents, l'exposition intéresse tout le monde. On y passe des conseils pour les parents aux petits schtroumpfs pour attirer l'attention des plus jeunes. Dans les différentes stations, des ateliers nous permettent de mieux nous connaître et donc de mieux nous accepter. Ça a le rapport un peu avec l'estime de soi. Ça va utiliser les schtroumpfs comme juste un parallèle de comment se comparer. Quoi?
En cette journée d'inauguration, une classe de 4e année de l'école Reine-des-Bois est venue parcourir les différentes stations. Pour Mme McClelland, l'exposition devient un outil complémentaire aux ateliers présentés en classe. J'ai trouvé ça vraiment motivant puis intéressant pour eux autres. Ça donne je dirais, un feeling de musée des enfants parce que vraiment c'est super interactif. Et du côté des principaux intéressés, tous s'entendent pour dire qu'ils ont aimé l'expérience. On a appris qu'il avait un animal dans ton cœur. Aussi appris à propos du cerveau que le côté gauche contre le côté droit. J'ai aimé le test de l'écriture. L'exposition Qui suis-je restera au Musée des sciences et technologies d'Ottawa jusqu'à la fin février avant de se diriger vers d'autres villes. D'ici là, les personnes de tous les âges pourront venir vivre l'expérience et tenter d'en apprendre plus sur eux-mêmes. Roch Carignan, à Ottawa. Du nouveau à Ottawa, la ville vient tout juste d'ouvrir sa première garderie écologique, du jamais vu dans la capitale. Bien que la construction ait coûté cher, le but de la ville d'Ottawa est d'avoir des édifices encore plus efficaces et plus sensibles à l'environnement. Et Daphné Attis, comment est conçue cette garderie? Le Centre de la petite enfance Huron, qui accueille 47 enfants âgés de 5 ans venant de milieux défavorisés, est construit de façon à avoir moins d'impact sur l'environnement. Alors, dans ce centre, on peut retrouver un plancher où on y a intégré le système de chauffage, un système électrique qui est alimenté par l'énergie solaire, un toit d'acier, des revêtements et des matériaux de finition peu polluants et des citernes d'eau de pluie qui irriguent les jardins. Également, le thème de l'écologie est intégré dans les activités de la garderie. Alors, les enfants peuvent apprendre à faire le jardinage, le compostage, également comment conserver l'eau. Alors, ça, c'est juste quelques-uns des programmes qui sont mis dans la garderie. Et Daphné, la construction d'édifices comme celle-ci coûte cher, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine justement parce que c'est pour l'environnement. Puis la construction de la garderie a coûté 3 millions de dollars et selon Aaron Burry, qui est directeur des services sociaux et communautaires, ça coûte cher, mais les coûts d'exploitation sont à long terme. Alors, le but de la Ville d'Ottawa, c'est de construire des édifices qui sont sensibles et efficaces à l'environnement. Donc, l'ouverture de cette garderie n'est qu'une étape pour atteindre cet objectif. Merci, Daphné. Je vous en prie. Drame conjugal dans le comté de Lanark, au sud-ouest d'Ottawa. Une femme de Drummond du Nord est accusée du meurtre de son mari. Le corps de Gérald Albert Madère, 56 ans, a été retrouvé dans une résidence lundi par la police provinciale de l'Ontario. Les polices soulignent que le corps de l'homme portait des signes évidents de violence. La femme de la victime, Lucie Rolande Paquette, demeure détenue. Les voisins du couple sont sous le choc. La ville de Gatineau est finaliste pour obtenir les Jeux de la francophonie canadienne en 2014. Elle dispute l'obtention de cet événement aux villes de Blainville et de Moncton. Les représentants du comité de sélection étaient à Gatineau vendredi. Et Yannick, est-ce que Gatineau a tenté de séduire le comité? Oui, Frédéric, les 4 membres du comité qui étaient à Gatineau avaient tout un programme. Ils ont visité plusieurs installations, dont le tout nouveau centre sportif, la Maison de la culture, la Maison du citoyen et aussi la piste d'athlétisme Mont-Bleu. Il s'agissait donc pour la ville de montrer ses plus beaux atours culturels et sportifs, mais aussi d'insister sur l'importance de Gatineau dans la francophonie canadienne. Après tout, l'agglomération Gatineau-Ottawa est la 4e en importance au Canada. Il s'agissait aussi de prouver à Gatineau, prouver au comité que Gatineau est une ville où la francophonie, la langue française est importante, car après tout, c'est une ville francophone qui baigne dans un milieu anglophone. Et finalement, Gatineau pouvait aussi insister sur les Jeux du Québec qui ont eu lieu cet été et qui ont attiré plus de 5000 bénévoles à Gatineau même. Alors donc, même si c'est 2 événements très différents, c'est quand même une preuve que Gatineau est capable d'accueillir un événement sportif d'envergure. Mais il reste maintenant que Gatineau, c'était sa dernière chance de tenter de convaincre le comité. Elle va devoir attendre maintenant. Et Yannick, quelles sont les chances que Gatineau obtienne ces Jeux-là? Eh bien, les membres du comité n'ont pas voulu commenter, bien sûr, sur la chance ou non de Gatineau de remporter ces Jeux, mais la lutte promet d'être très serrée avec les 2 autres villes,
Blainville et Moncton. Les deux autres villes sont d'ailleurs visitées aujourd'hui et demain par d'autres membres du comité, mais on va devoir attendre 2 mois avant de savoir quelle ville sera choisie. Gatineau, pour sa part, a plusieurs avantages sur ses concurrentes, notamment la population. Il y a 250 000 habitants à Gatineau et si on regarde dans les 2 autres villes, on a moins de la moitié de ces chiffres. Alors, malgré cet avantage, il reste que c'est le comité qui devra prendre une décision et on saura au mois de janvier si Gatineau aura remporté son pari. Merci Yannick. Je vous en prie. 4 adolescents ont donné beaucoup de fil à retordre aux autorités. Les jeunes contrevenants ont utilisé la violence pour s'évader de leur centre jeunesse du boulevard Taché dans le secteur de Hall hier. Ils ont été arrêtés aujourd'hui au terme d'une cavale plutôt courte. La bâtisse a beau avoir de hautes clôtures et des murs bétonnés, les 4 adolescents sont sortis par la porte munis de clés. Un des jeunes a feint la maladie pour détourner l'attention d'un des gardes de sécurité pour ensuite l'agresser et le frapper. Au retour de la pause, les actualités nationales et internationales avec Josiane Charbonneau. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici vos actualités nationales et internationales. Les allégations qui planent sur le président de l'Union des municipalités du Québec, Marc Gascon, provoquent des remous au sein de l'organisme. Le maire de Westmount, Peter Trump, quitte le conseil d'administration de l'UMQ. Ils auraient demandé le retrait temporaire du maire de Saint-Jérôme, mais sans succès. Peter Trump siégeait au comité exécutif à titre de président des caucus de municipalité de l'île de Montréal. On vous a parlé ces derniers jours de Gilles Pimparé, un des meurtriers qui avait jeté 2 adolescents en bas du pont Jacques-Cartier en 1979. Il demandait de retrouver sa liberté après tout ce temps passé en prison. Une demande que la Commission des libérations conditionnelles a rejetée aujourd'hui. Harold Gagné. Déviance sexuelle, personnalité antisociale, risque de récidive élevé. Le verdict est tombé. Gilles Pimparé ne sera pas remis en liberté, du moins pas tout de suite. Il lui reste beaucoup de chemin à parcourir. La peine de mort est abolie. On ne peut pas le laisser mourir en prison.
L'avocat de Gilles Pimparé veut que les services correctionnels offrent des programmes de réhabilitation à son client. Depuis 4 ans, c'est l'impasse. Il a été exclu des programmes de délinquance sexuelle parce qu'il nie ses problèmes. C'est ce qu'il nous a répété il y a quelques jours. Je suis convaincu moi, que j'en ai plus de problème avec ça. Les problèmes, je les ai tous réglés par moi-même. Les commissaires ont entendu sa cause pendant plus de 2 heures à la Macasa. Ils lui reprochent son attitude. Un des commissaires qui m'a demandé si je me considère comme un délinquant sexuel. J'ai dit non, je ne me considère pas comme un délinquant sexuel. Il y a des acquis. Monsieur a fait un cheminement, puis qui est peut-être rendu à un point où, après autant d'années d'incarcération, il faut explorer d'autres avenues que l'incarcération dans un pénitencier à sécurité immédiate. Les commissaires croient que Pimparé représente toujours un danger. Ils ne sont pas les seuls. Son agent de libération conditionnelle refuse d'endosser son transfert dans une maison de transition de l'Est de Montréal. Je demande à la commission de ne pas libérer Pimparé. Dès le début de l'audience, les commissaires ont fait entendre à Pimparé un enregistrement dans lequel la mère de Maurice Marcil s'oppose à sa libération. Elle écrit « Sa dangerosité actuelle m'apparaît toujours sérieuse pour ma famille et pour moi. » Que pensez-vous de ces propos, a demandé un des commissaires. Gilles Pimparé a répondu « C'est sûr qu'elle a raison de s'inquiéter. Il y a des choses que je n'ai pas faites en dedans, qu'on me donne une chance. » Gilles Pimparé a passé les 31 dernières années derrière les barreaux. Il pourrait revenir devant la commission dans 2 ans. L'objectif ultime de la loi, c'est de réinsérer socialement un détenu. C'est l'objectif ultime. Ça doit s'actualiser. Harold Gagné, TVA Nouvelles, La Macasa. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a attribué samedi soir, lors de son congrès annuel, les prestigieux prix Judith Jasmin, les prix des meilleures œuvres journalistiques de l'année au Québec. On en parle avec Olivier Landry. Olivier, à qui revient le Grand Prix cette année? Josiane, le Grand Prix Judith Jasmin cette année est remis à Alain Gravel et Marie-Maud Denis de l'émission Enquête pour le reportage Collision frontale. Le reportage dévoilait les mécanismes de la collision dans l'industrie de la construction à Montréal. Les jurys ont noté pour son originalité, mais aussi pour toute la difficulté qui s'est mise tout au long du parcours de recherche, soit dans les entrevues, dans le débuscage, dans la vérification, dans la contre-vérification. Ce reportage-là a aussi eu un impact considérable sur la population du Québec, sur la vie politique. On le sait que la classe politique a été beaucoup ébranlée par ça et ça a aussi enflammé l'opinion publique. Fait cocasse, cette année, le Grand Prix de la noirceur est remis au premier ministre Stephen Harper pour l'ensemble de son œuvre. Son gouvernement intercepte souvent des demandes d'accès à l'information et Stephen Harper lui-même, lors de conférences, refuse souvent de répondre aux questions des journalistes. Donc, prix de la grande noirceur pour Stephen Harper cette année. Et pouvez-vous faire un bref retour sur cette dernière édition? Oui, très brièvement, il y a eu 600 journalistes qui se sont présentés cette fin de semaine à Montréal. Il y avait des activités de perfectionnement, 2 cocktails de réseautage, ainsi qu'un atelier de speed dating pour les pigistes et les étudiants en journalisme. D'ailleurs, pour les étudiants, c'était une occasion en or d'intégrer le milieu un peu, de voir toute la déontologie et toute la rigueur qui se cache derrière le métier de journaliste. Finalement, au Congrès, il y a eu l'Assemblée générale et en toute fin, le gala où on a remis les prix Judith Jasmin. Félicitations encore une fois à Alain Gravel et à Marie-Maud Denis. Merci beaucoup, Olivier. Bienvenue. Je vous en prie. Carole Morinville, cette ex-conseillère en assurance, a été relâchée aujourd'hui après avoir passé quelques heures entre les mains des policiers. Arrêtée lundi, elle a été longuement interrogée sans qu'aucune accusation ne soit portée, du moins pour l'instant. Carole Morinville est soupçonnée d'avoir floué des dizaines d'épargnants en détournant environ 1,5 million de dollars. Une deuxième personne dont on ignore l'identité a également été arrêtée puis libérée. Le show du refuge a célébré ce soir ses 20 ans. Une brochette d'artistes a accompagné encore une fois cette année Dan Bigra sur les planches. Il y avait notamment Éric Lapointe, Marc Hervieux, Grégory Charles, Marie-Mé, Marie-Hélène Thibert, Michel Louvain, Marjo et Nicolas Ciccone. En 20 ans, près de 3,5 millions de dollars ont été amassés pour les jeunes en difficulté. Le refuge a accueilli plus de 15 600 hommes âgés entre 17 et 24 ans. À Montréal, les commerçants du plateau Mont-Royal sont en colère. Ils se sont réunis ce soir pour dénoncer le nouveau plan de stationnement du maire de l'arrondissement, Luc Ferrandez. En janvier, des parcomètres seront ajoutés, des tarifs horaires seront augmentés, les stationnements payants sur la rue Saint-Laurent seront prolongés jusqu'à 1 h du matin les week-ends. Les commerçants craignent de perdre leur clientèle qui viennent de l'extérieur. On a fait un sondage auprès des clients qui viennent en auto la semaine dernière et c'est 40 des clients qui disent qu'ils vont beaucoup moins venir sur l'avenue du Mont-Royal. Pour l'avenue du Mont-Royal, c'est 8 de perte d'achalandage. Saint-Denis, ça pourrait aller jusqu'à 15 %.
Des artistes québécois se sont unis pour faire une campagne de sensibilisation par rapport au gaz de schiste. Une vidéo circule présentement sur YouTube pour exiger un moratoire quant à l'exploitation de ces gaz. Caroline Murray-Daigneault, quel est le message que les artistes veulent véhiculer et qui a participé aux vidéos? Oui, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont participé aux vidéos, Josiane, dont Fred Pellerin, Anne Dorval, Luc Picard, Laurence Leboeuf et plusieurs autres. Et leur message est très clair. Ils veulent que ce soit les citoyens qui peuvent décider s'il va y avoir l'exploitation des gaz de schiste au Québec. Ils demandent aussi au gouvernement de ralentir le processus et de faire un moratoire pour évaluer les risques. Vous savez, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de problèmes de contamination, notamment en Pennsylvanie. Et au Québec, c'est 22 000 puits d'exploitation de gaz de schiste qu'on veut créer entre Montréal et Québec, ce qui est énorme. Et quelles sont les répercussions à long terme pour l'environnement? Il y a la pollution de l'air, pollution de l'eau, le massacre de l'environnement, le déversement des produits toxiques, les bassins d'eau usés, les gaz à effet de serre et des incendies. Alors, les artistes invitent les Québécois à se rendre sur le site de l'Assemblée nationale où ils pourront signer la pétition pour le moratoire. Et ils ont déjà amassé plus de 88 000 signatures. C'est donc un sujet à surveiller. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Et c'est parti pour la 33e édition du Salon du livre de Montréal. Le salon a ouvert ses portes à 9 h ce matin au hall d'exposition de la place Bonaventure. 900 kiosques attendent les visiteurs et près de 1500 auteurs y seront pour dédicacer leurs œuvres. L'événement se produit jusqu'à lundi prochain. Au retour, on parle de sport avec Stéphanie Pitre. Bonsoir à tous et maintenant, les nouvelles sportives. 3 joueurs des Alouettes ont été nommés sur l'équipe d'étoiles de la LCF. Le garde Scott Fleury, l'ailier défensif John Bowman et le secondaire Chip Cox sont élus pour les Alouettes. Il s'agit d'une 8e nomination pour Fleury. Bowman et Cox en sont à une première sélection. Carl Froch a récupéré son titre WBC des poids super moyens samedi en disposant de l'Allemand Arthur Abraham par décision unanime des juges. Les 2 boxeurs avancent à la prochaine étape du tournoi Super 6 qui regroupe l'élite des boxeurs chez les 168 livres.
Et Roch Carignan, Carl Froch a livré la marchandise samedi soir. Oui, Stéphanie, en fait, Carl Froch a été tout simplement dominant face à Arthur Abraham alors qu'il a récolté pas moins de 2 cartes parfaites de 120 à 108 au score des juges. Le troisième juge a quant à lui décidé de donner une carte de 120 à 109, ce qui donne un round à égalité pour Arthur Abraham et Carl Froch. Donc, Carl Froch reprend sa ceinture WBC qu'il avait perdue aux mains du Danois Mikkel Kessler lors de son dernier combat. Maintenant que la ronde préliminaire de la Classique mondiale de boxe est terminée, on passe aux demi-finales, alors que le tenant du titre WBA, Andre Ward, va affronter Arthur Abraham. Carl Froch, de son côté, va affronter un nouvel adversaire qui vient tout juste d'entrer dans le tournoi, l'Américain Glenn Johnson. Et Roch, est-ce que l'un ou l'autre de ces boxeurs pourrait éventuellement affronter Lucian Bute? En fait, Stéphanie, dans un avenir approché, ce serait plutôt surprenant parce que les boxeurs qui participent à la Classique mondiale de boxe ont des contrats garantis avec le réseau Showtime. Donc, ils devront faire les demi-finales et la finale du Super 6 pour pouvoir être libérés par le réseau. Donc, on parle de la finale qui pourrait être très bien être disputée entre septembre et octobre 2011, ce qui laisserait de la place aux champions, possiblement Andre Ward, qui est le favori dans le tournoi pour se battre contre Lucian Bute en 2012, mars 2012 probablement. Du côté de Lucian Bute, il poursuit son entraînement pour son combat qui est prévu au mois de mars prochain au Centre Bell. Donc, du côté d'Interbox, on attend toujours la nomination d'un adversaire. On ne veut pas s'avancer sur un nom. Par contre, plusieurs candidats sont toujours en liste. Merci, Roch. Je vous en prie. La septuple médaillée olympique Clara Hughes a décidé de tenter sa chance en cyclisme en vue des Jeux olympiques de Londres en 2012. Ce sera un retour aux sources pour l'athlète québécoise d'adoption puisqu'elle a remporté les 2 médailles en cyclisme lors des Jeux d'Atlanta en 1996. Hughes souhaite se qualifier pour la poursuite par équipe en cyclisme sur piste, en plus de disputer le contre-la-montre sur route. Hughes croit qu'elle a encore des choses à prouver en cyclisme. J'ai appris beaucoup de choses que je n'ai pas eues dans le cyclisme. Le professionnalisme, concentration, work ethic. Et je pense que je suis une meilleure athlète maintenant que j'étais dans le cyclisme. Si Mike Richards s'en est pris verbalement à Piquet Sauboun, Maxime Lapierre, lui, a jeté les gants devant Darren Poe hier. Habituellement, l'agitateur du Canadien est plutôt le genre à déranger en parlant, mais cette fois-ci, il est passé de la parole aux actes, un geste qui d'ailleurs a fait plaisir à ses coéquipiers. Chose qu'on apprécie dans l'équipe quand on voit ça. Je pense que c'était le bon temps. J'étais à côté de lui à la mise au jeu, puis ça faisait 2 quand même sévères mises en échec qu'il faisait. Puis le but, c'était de montrer qu'on était présent. C'est tout. Mais la table pour lundi prochain? Ouais, non, c'est sûr. Je pense que la table est mise depuis longtemps, par exemple, contre les Flyers. Ça date pas juste du match d'hier. Puis ça va être un autre bon game, un autre bon challenge pour nous quand on va aller là. On s'en va maintenant en Caroline, où les Sénateurs rendent visite. Les Canes mènent déjà 1-0 lorsqu'ils évoluent en avantage numérique. Eric Staal, son 200e but de sa carrière. Et regardez le travail de Staal lors d'un autre avantage numérique des Canes. Pas de problème, 3-0. Hurricanes. Et le capitaine Staal est aussi capable d'alimenter ses coéquipiers. Passe pour Tim Gleason. Et ça mène au but de Chad Larose. 4-0 après 20 minutes. Et en troisième, Staal en surnombre. Il y va pour son tour du chapeau, son 11e en carrière. 5e point pour Eric Staal dans ce match. 7-1 la marque finale. C'est tout pour les sports. À vous la parole, Frédéric. Merci, Stéphanie. À la météo maintenant, au cours des prochaines heures, les précipitations vont cesser et le dégagement devrait se faire un petit peu plus tard au cours de la nuit prochaine. Si bien que demain, c'est le retour du soleil, mais le soleil arrive difficilement à nous réchauffer. Ici, les températures maximales entre 2 et 4 degrés Celsius. Les tendances à court terme maintenant, 4 degrés demain sous un ciel variable, surtout en après-midi. Dimanche, ce n'est pas chaud, beaucoup de soleil, mais 0 comme température maximale. Et finalement, pour lundi, c'est 3 degrés Celsius avec alternance soleil-nuages. Vous pouvez nous joindre en tout temps au 613-742-3414 ou par courriel au dernièreheure@gmail.ca. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous retrouve demain, même heure.